Vous informer est notre devoir, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal télévisé de la mi-journée sur Mondico Télévision. À la une de l'actualité, la première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé le mercredi 3 juillet 2024 la toute première réunion de la conjoncture économique. Il était question pour la chef du gouvernement de suivre de près la situation économique et financière du pays afin de lutter contre l'inflation et stabiliser le franc congolais, comme l'a recommandé le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi dans son allocution le 30 juin dernier, voulais-je dire, images et commentaires. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a présidé le mercredi 3 juillet 2024 la réunion du comité de conjoncture économique depuis son entrée en fonction. Au menu de cette séance de travail, la maîtrise de l'inflation et la stabilisation de la monnaie nationale dans le but de baisser le coût du panier de la ménagère. À ces sujets, la première ministre a recommandé au ministre de Budget et des Finances de présenter la situation à jour des finances publiques de la République démocratique du Congo au 30 juin 2024, afin de prendre des mesures courageuses pour renverser la tendance actuelle. À l'issue de cette réunion, le comité de conjoncture économique du gouvernement de la République a affiché sa détermination de prendre de mesures budgétaires et monétaires courageuses pour stabiliser les francs congolais. Pour le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Daniel Mukoko Samba, la première ministre a exprimé son souhait de suivre de près la situation économique et financière du pays. Au moment même où nous nous réunissions, le conseil d'administration du Fonds monétaire international a approuvé la 6e revue du programme macroéconomique qui a été mise en œuvre par le gouvernement pendant 3 ans avec l'accompagnement financier et technique du Fonds monétaire international. Il est important de souligner que dans l'histoire économique de ce pays, ce sera la première fois qu'un gouvernement aura été jusqu'au terme d'un programme avec le Fonds monétaire international. Mais plutôt que de se satisfaire de ce résultat encourageant, Madame la Première ministre a indiqué le besoin qu'elle a ressenti de renforcer le contenu de la réunion du comité de conjoncture économique. Elle nous a annoncé le nouveau format. Ce format va permettre à la chef du gouvernement d'avoir les leviers du suivi de la situation économique et financière du pays, et le tout dans le but spécifique de maîtriser l'inflation, de stabiliser la monnaie nationale, le franc congolais. Il faut noter que pour cette première réunion du comité de conjoncture économique, le gouvernement attend prendre des mesures afin de stabiliser la monnaie nationale. Et dans un autre volet, l'ambassadrice du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, Alison King, a condamné les violences perpétrées par les groupes armés à l'endroit des civils dans la partie est de la RDC. C'était lors d'un entretien qu'elle a eu avec le vice-gouverneur de la province du Nord Kivu et le commissaire divisionnaire de la dite province le mercredi 3 juillet 2024. Suivez. Alison King, ambassadrice du Royaume-Uni, s'est entretenue le mercredi 3 juillet 2024 avec le vice-gouverneur militaire de la province du Nord Kivu et le commissaire divisionnaire Romuald Ekuka. La crise humanitaire dans la partie est de la République démocratique du Congo et la situation sécuritaire ont été passées au peigne fin lors de ces échanges. La diplomate britannique est allée au Nord Kivu dans le cadre du soutien aux efforts du processus de paix en République démocratique du Congo. On a discuté la situation catastrophique en termes humanitaires de la crise actuelle et des efforts du gouvernement national et provincial et aussi de la communauté internationale pour renforcer les efforts pour trouver une solution pacifique. Et je crois que la communauté internationale certainement a un rôle de soutenir les efforts, les processus de paix régionaux et d'encourager et d'appeler à chaque partie prenante et tous les parties qui ont influence sur les parties prenantes de vraiment s'engager
avec honnêteté dans un processus de paix. Nous condamnons toute la violence qui est dirigée vers la population civile et vers la communauté humanitaire ici dans l'est du pays. Et le soutien des autres pays pour les groupes armés ici en RDC n'a pas de légitimité, c'est clair, nous condamnons. Alors que le conflit continue de s'intensifier, la crise humanitaire dans l'est de la RDC a atteint des niveaux critiques, entraînant des déplacements massifs et une escalade des risques pour les femmes et les enfants. Restons toujours dans la province du Nord Kivu où la population de cette province a été appelée à la solidarité envers les FARDC et à défendre l'intégrité territoriale du pays. Cet appel a été lancé par les anciens députés nationaux de la dernière législature 2019-2023 lors d'un entretien tenu le mercredi 3 juillet 2024 avec le gouverneur militaire de cette province. Les détails dans cet élément. Suite à la guerre qui sévit dans la partie est de la République démocratique du Congo, entre les rebelles du 1-23 et les FARDC, la population de la province du Nord Kivu est appelée à apporter leur soutien aux forces armées de la RDC. C'est dans cette optique qu'une délégation des députés honoraires de la législature 2019-2023 s'est entretenue avec le gouverneur militaire du Nord Kivu, Peter Chirimwami, le mercredi 3 juillet 2024. Au menu de leur entretien, l'évolution de la situation sécuritaire au Nord Kivu, l'une de deux provinces placées sous état de siège depuis 3 ans par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Cette mesure d'exception a été prise pour ramener la paix dans cette province où les rebelles du 1-23 affrontent les forces loyalistes. Tous, nous avons l'obligation de soutenir et de protéger les territoires nationaux congolais. Et nous sommes en plein état de guerre. Et ici, nous voulons lancer cet appel à toute la population congolaise vivant en province du Nord Kivu, surtout dans les zones qui font l'objet des conflits armés. Pour dire que, peuple, citoyen congolais, dans les milieux où vous vous retrouverez, si notre militaire ou un Mouzalendou a faim, il faut donner à manger à cet élément-là qui sécurise la République. Si un militaire a soif, en tout cas n'hésitez pas à donner de l'eau à boire à ces militaires parce qu'il est consacré pour une fonction, une tâche importante, incommensurable et qui nous affecte tous. Depuis fin 2021, les affrontements ne cessent de se poursuivre entre les 1-23 avec l'appui d'unités de l'armée rwandaise et les FARDC. Les autorités de la RDC accusent le Rwanda de vouloir faire main basse sur les richesses de l'Est congolais, ce que Kigali conteste. Jusqu'à présent, les initiatives diplomatiques lancées pour tenter de régler la crise n'ont rien donné. Et autre chose à présent, les producteurs d'huile de palme à Aboma dans la province du Congo central, à l'ouest de la RDC, sont continuellement exposés à un risque mortel dans le processus de production de cette huile culinaire. Pour cause, les procédés et les outils de production demeurent encore archaïques et pourtant l'huile de palme qui fait partie de la gamme culinaire congolaise est très consommée. Regardez. Le rituel est le même et ce coupeur artisanal de noix de palme les répète depuis plusieurs années. Il grimpe sur les palmiers géants des sacs contrés pour couper ces noix perchées jusqu'à une hauteur de 10 mètres. Le procédé est risqué, d'autant plus que les outils de travail sont encore rudimentaires. Les risques s'accroissent davantage durant la saison où les noix mûrissent. En ce moment-là, les serpents noirs vont s'installer sur ces géants palmiers d'Afrique puisqu'ils fuient l'humidité au sol et cherchent à manger là où plusieurs insectes vont se réfugier. En dépit de tous ces risques, ces producteurs d'huile ont rencontré à Limba une agglomération du territoire de Lukula dans la province du Congo central et loin de se décourager. Ils continuent de le faire pour trouver de quoi vivre.
Je viens de descendre de ces palmiers. Ici, nous sommes à Lemba. C'est dans cette activité que nous exerçons. Je viens de couper les régimes des palmes. Nous sommes dans la débrouillardise. Comme c'est difficile de trouver de l'emploi, c'est comme ça que nous vivons. Comme je vends des noix, après 2 jours, je vais les dépicer. Après, je les amènerai à la machine à huile. Nous allons les bouillir d'abord. Après, nous les mettons dans les fûts qui nous aident à produire de l'huile. Et ensuite, il y aura de l'huile. Quand il a fini de couper le noix des palmes, il redescend, range les outils qui l'ont permis de grimper sur ces palmiers. Il prend la direction de l'huilerie artisanale installée non loin de la plantation. Il se soumet à cette procédure jusqu'à obtenir l'huile rouge prête à la consommation. Dès qu'elle sort de cette usine artisanale, l'huile prend la direction du marché où sont stationnées les vendeuses pour l'écouler. Beaucoup de consommateurs d'huile de palme ne sont pas conscients des dangers qui bravent ces producteurs artisanaux. Parce que c'est un travail qui a beaucoup de risques. Il y a d'autres qui vont au champ pour couper les noix des palmes et ils trouvent la mort. Donc c'est un travail pénible. Que Dieu les aide parce que c'est grâce à eux que nous avons l'huile et les noix des palmes que nous utilisons. En RDC, l'huile de palme est très utilisée pour la cuisson des aliments et d'autres usages thérapeutiques. Il y a quelques années en arrière, la RDC était parmi les premiers producteurs d'huile de palme dans le monde. Avec la baisse de la production industrielle, le pays a régressé dans ce classement. L'actualité, c'est aussi en dehors de nos frontières. Au Kenya, des policiers portant des gilets pare-balles et des armes automatiques ont été aperçus en train de patrouiller dans les rues de la capitale haïtienne le mercredi. Le premier groupe contingent de policiers étrangers soutenus par l'ONU dans le pays est arrivé en Haïti en juin, près de 2 ans après que le pays en difficulté des Caraïbes ait demandé d'urgence de l'aide pour mettre fin à une flambée des violences de gang. Diane Bonga nous en dit plus. Le gang criminel contrôle actuellement environ 80% de la capitale Port-au-Prince. Selon un rapport récent de l'Organisation internationale pour la migration des Nations Unies, la recrudescence de violences en Haïti a entraîné les déplacements de plus de 580 000 personnes au cours des derniers mois. Mercredi, le petit groupe d'officiers ne s'est pas éloigné de l'aéroport international de Port-au-Prince où ils sont basés. La patrouille a attiré la curiosité de passants, mais s'est déroulée sans confrontation avec des gangs ou des incidents. Le premier ministre haïtien Gary Conille a déclaré mercredi au Conseil de sécurité qu'il s'est félicité de la mise en œuvre de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Haïti se trouve à un moment critique où 12 000 individus armés tiennent en otage une population de 12 millions. À ce tournant décisif, aucun chantier, qu'il soit économique ou politique, ne peut être abordé sans la question sécuritaire. C'est d'ailleurs pourquoi mon gouvernement salue la mise en œuvre des engagements pris à travers la résolution 2699 relatif à la mission multinationale d'appui à la sécurité. Le déploiement du premier contingent des policiers aux côtés des forces de l'ordre haïtiennes devra contribuer à mettre un frein au barbarisme des groupes criminels. Ce premier déploiement est une étape importante dans la mise en œuvre de la résolution 2699 du Conseil de sécurité et redonne espoir au peuple haïtien, a déclaré Madame Salvador. Et en Sierra Leone, un projet de loi interdisant les mariages des enfants a été promulgué. C'est ce qu'a déclaré le président Julius Maada Bio le mardi en fin de journée dans le but de protéger les jeunes filles dans ces pays d'Afrique de l'Ouest où environ un tiers des enfants sont mariés avant l'âge adulte. Merveille Loabéa nous en dit plus. La loi est favorablement accueillie. Elle criminalise le mariage de toute fille âgée de moins de 18 ans. Le contrevenant risque jusqu'à 15 ans de prison ou une amende de 4 millions de dollars, voire les deux. Les témoins de tels mariages encourent également une peine de prison ou une amende. J'ai toujours pensé que l'avenir de Sierra Leone était féminin, a déclaré Madame Bio. Cette génération des filles et les générations futures doivent s'épanouir dans une Sierra Leone où elles sont protégées, égales et autonomes. La Sierra Leone compte 800 000 filles mariées
dont la moitié avant l'âge de 15 ans. Selon l'Agence des Nations Unies pour l'enfance, la première dame Fatima Bio a été l'une des principales promotrices de la loi qui prévoyait également un meilleur accès à l'éducation et aux services de soutien pour les enfants touchés par le mariage. Lorsqu'elle a été adoptée par le Parlement en juin, elle l'a qualifiée de pas en avant significatif de la protection des droits de notre prochaine génération. À présent, place à la revue de presse. La revue de presse, c'est avec Diane Bonga. Bonjour Diane. Bonjour Bijou Lumona. Voilà, dans l'actualité, au Sénat, près de 3 millions de dollars des émoluments détournés. Effectivement, Bijou, le journal paru ce jeudi 4 juillet 2024 dans la capitale congolaise s'intéresse à plusieurs sujets. Alors, ouvrons ces kiosques avec l'ouragan, ces médias en ligne. Titre, le Sénat est secoué par une grave accusation de détournement de fonds. Le président intérimaire sortant a indexé le bureau d'âge dirigé par Pascal Kinduelo, l'accusant nommément et ses deux adjoints d'avoir détourné près de 3 millions de dollars de fonds spéciaux d'intervention. La somme représente les émoluments du mois de mai de tous les sénateurs. Voilà, et toujours dans le même chapitre, le deuxième vice-président sortant du bureau de l'Assemblée nationale est accusé d'avoir détourné près de 3 millions de dollars. Oui, en réaction à ces prétendus détournements, 7sur7.cd révèle que le bureau sortant, dirigé par Sangou Mamoussai, n'a rien laissé à la caisse. Ce média en ligne fait allusion au procès verbal de la remise et reprise entre le bureau sortant du Sénat, mené par le deuxième vice-président et le président adjoint intérimaire Sangou Mamoussai, et les bureaux provisoires dirigés par Pascal Kinduelo Lumbu. Voilà, et toujours avec cette affaire de détournement, une plainte en vue contre la question du bureau d'âge et du bureau provisoire dirigé par Songouma a été déposée. Oui, on clôt ces sujets des détournements. Abordant ces sujets, Forum de ZAS nous apprend qu'une plainte s'y prépare contre la question du bureau provisoire dirigé par Sangouma. Les dossiers sur le détournement des deniers publics fusent de toutes les institutions de la République au point que ça n'émeut plus personne. Et à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, pour le gouvernement Bumba, Augustin Kabouya démontre son implication dans la décision du VPM Jacquemain Chabani. Sur un autre volet, Bijou, relayé par opinioninfo.cd, pointé du doigt comme l'un des acteurs à la base de l'interdiction de l'investiture du gouvernement Bumba à Kinshasa, Augustin Kabouya a publiquement nié son implication. Devant un parterre de cadres et militants de l'UDPS, Union pour la démocratie et les progrès sociaux, parti présidentiel, Augustin Kabouya a également démenti sa prétendue participation dans les tractations ayant conduit à la formation de ces gouvernements. En croire le gestionnaire au quotidien du parti au pouvoir, les gouverneurs de la capitale congolaise devraient assumer seuls ces choix. Et 25 militaires condamnés à mort pour fuite devant l'ennemi selon leur avocat. Oui, justice en République démocratique du Congo, cette fois-ci la RFI.fr, titre, ils sont accusés de fuite devant l'ennemi, dissipation des munitions de guerre, violation de consignes et vol. Arrêtés ce mercredi, ils ont été présentés au juge du tribunal militaire de garnison de Butembo dans l'est du pays, le même jour pour un procès en flagrance. Les prévenus étaient au nombre de 31, dont 27 militaires et 4 civils, des épouses des militaires. Ces soldats étaient soupçonnés d'avoir abandonné leur position alors que l'armée congolaise, appuyée par les groupes armés locaux, fait face aux rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces derniers s'y sont emparés de plusieurs localités, notamment la route menant vers la grande ville de Butembo.
Voilà. Et en sport, tirage au sort des éliminatoires de la CAN 2025. Les Léopards attendent d'être fixés sur leurs futurs adversaires ce jeudi 4 juillet 2024. Oui, Bijou, un mot de sport pour terminer. Éliminatoire CAN 2025, les Léopards attendent d'être fixés sur leur futur adversaire ce jeudi 4 juillet. Selon Forum de Zas, la Confédération africaine de football procédera au tirage au sort des éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations 2025 qui se déroulera au Maroc. Voilà. Merci beaucoup Diane. Merci Bijou. Voilà, c'est avec cette revue de presse que nous clôturons ce journal de la mi-journée. Retrouvez la grande édition à 19h avec Ranta Luyela. D'ici là, bonne suite de programmes sur nos antennes.